Éternel, théâtre musical de Roland Dubillard. Vous avez de très belles lunettes. Noires. Sur le nez. Vous aussi, monsieur, vous aussi. Ainsi, dans votre échoppe, il n'y fait plus très clair. Vous faites toute l'optique? Oui, monsieur. C'est pourquoi j'appelle mon échoppe, comme vous dites. Une escope. Microscope, macroscope, jumelle, aquascope, périscope, toute l'optique. Ce sont les jumelles qui m'intéressent. Tout de suite, tout de suite. Télescope, lunettes d'approche. Quelle sorte de jumelles avez-vous en vue? Je n'ai pas de jumelles en vue, même en regardant par le petit bout. On n'y voit rien de votre bazar. Presque rien, non? Vous seriez venu plus tôt. Jumelles à prisme? Non. Aux lentilles, alors? Montrez-moi vos lentilles. Excusez-moi, je tâtonne. Elles doivent se trouver dans l'un de ces tiroirs. Excusez-moi, vous êtes aveugle? Du tout. C'est cette nuit qui tombe si vite. Tenez, monsieur, voici des jumelles de théâtre. Leurs lentilles, le temps de dévisser ces rondelles, et en voici une. Votre main. Merci. Sombre, sombre, il fait. Oui. Du verre, vos lentilles? Du cristal, monsieur. Fragile, hein, le cristal? Pas plus que vous et moi. Faut pas laisser tomber, voilà tout. Je vois ça d'ici. Rien qu'à les toucher. Vos lentilles. Elles sont transparentes, n'est-ce pas? Transparentes à la lumière? Oui, monsieur. Ici, on ne peut pas juger. Ça ne va pas. Non? Opaques, je les voudrais, les lentilles. Ah, J'ai besoin d'une paire de jumelles opaques. opaque. Vous voulez dire des jumelles que quand vous regardez dedans, vous ne voyez rien. Opaques, oui. Avec des lentilles qui ne laissent rien passer. Je n'ai pas de lentilles opaques. Des lentilles en bois, par exemple. Je n'ai pas de lentilles en bois. Regardez donc dans vos tiroirs, un peu, pour voir. Vous voyez bien que je ne vois rien dans mes tiroirs. En plein jour, j'essaierai peut-être. Mais pas maintenant. Il fait quasiment nuit. Et puis non. Je sais que je n'en ai pas en bois des lentilles. Je le sais parce que ça ne se fait nulle part. N'existe pas. Ah. Nulle part vous n'en trouverez. Ah. Alors va pour les jumelles à prisme. Un prisme en bois? Oui. Non. Ah. Du reste, à travers une paire de jumelles à prisme en bois, vous ne verrez rien. Je ne verrai rien. Non. Eh ben justement. Voir, ça m'est égal. Ce n'est pas pour voir que je veux des jumelles. Je veux des jumelles spéciales pour ne pas voir. Bon! Eh ben, j'en ai pas. Bon. Ne prenez pas cet air dédaigneux dans le noir. Si vraiment vous désirez ne pas voir, vous n'avez qu'à fermer les yeux. Simple. Ou bien leur plaquer dessus la paume de vos deux mains. Vous ne comprenez pas vite. D'ordinaire, si. Mais en ce moment, là, ici, vous ne comprenez pas, pas du tout. Dites. Où êtes-vous? Ici. Excusez-moi. Je vous écoute. Vous savez ce que c'est que l'horizon? Oui. Et le bateau qui passe à l'horizon? Je ne le vois pas pour l'instant. Pour l'instant, ici, on n'y voit plus rien. Eh bien, c'est ici, également. Si je ferme les yeux, c'est ici que je ne verrai plus rien. Comprenez? Tandis que moi, c'est là-bas, à l'horizon, que je veux ne plus rien voir. Ce n'est pas tout près, l'horizon. Il me faut des lunettes d'approche pour que je n'y vois plus rien, non pas ici, mais là-bas, à l'horizon. Il me faut des jumelles qui, à l'horizon, me permettront de voir. Quoi donc? Un bateau? Que non pas, rien du tout. Voilà ce que j'ai besoin de voir là-bas, rien du tout. Compris? Alors des jumelles en bois, en bois, en bois. Où êtes-vous? Je ne sais pas. Ça m'aide à commencer à vous comprendre, du reste. Moi, c'est ici que je n'y vois plus rien. Oui, j'accepterais de ne plus rien voir là-bas, c'est-à-dire au-delà du bout de mon nez, mais n'y plus rien voir en deçà, non, vraiment, c'est trop près. C'est ce qu'on appelle ici. Il fait totalement noir ici maintenant. Vous êtes sûr que nous sommes ici chez vous? Non. La nuit rend les limites incertaines. Un simple bâton, un bâton en bois, nous serait d'un grand secours.
On ne peut rien voir avec un bâton. Du moins, on peut sentir s'il y a quelque chose au bout. Le bout d'un bâton, c'est déjà très loin. Il vous transmet des informations qui viennent... En comptant la longueur du bras, l'horizon d'un bâton tourne autour de son propriétaire à une distance qui va vous chercher dans les 2,50 m, 3 mètres. Dites, où êtes-vous? Quels sont ces 2 points phosphorescents dans la nuit? Ce sont mes yeux. J'ai des yeux du genre œil de hibou. Ils luisent dans la nuit. Comment le savez-vous? Vous ne pouvez pas voir luire vos propres yeux dans la nuit. Alors ce sont les vôtres que je vois. Vous avez des yeux de hibou. C'est mon droit, monsieur. Car je suis un hibou. Ah. Oui. Moi aussi. Ah. Alors, venez faire un tour avec moi dans le noir. Dans le noir. Volontiers. Allons-y. Je suis une pendule. Je le vois bien. Ça me semble normal d'être une pendule pour une pendule. De quoi vous plaignez-vous? Je ne suis pas comme les autres. Je suis peut-être une pendule comme les autres, mais mes aiguilles tournent en sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. C'est une impression que vous avez. Oui. Depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai pensé que la psychanalyse me ferait du bien. On m'a dit que c'était un peu votre spécialité. C'est une de mes 2 spécialités, en effet. Je soigne surtout les schizophrènes, mais je soigne aussi les pendules. Ainsi, vous avez l'impression que vos aiguilles tournent dans le mauvais sens. Depuis longtemps, oui. Mais maintenant, c'est plus qu'une impression. Je sais que c'est vrai. Depuis que je me suis regardée dans la glace. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ne dites pas tic-tac. Vous croyez que je ne vous crois pas quand vous me dites que vous êtes une pendule? Mais vous êtes une pendule. Je vous vois là devant moi, et qu'est-ce que je vois? Une pendule. Ça vous arrive quelquefois ça, de vous demander, voyons, et si je n'étais pas une pendule, au fond? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, ça ne m'arrive jamais. Tic-tac, arrêtez-vous. Tic-tac. Je ne m'arrête jamais. Réfléchissez. Ça vous arrive pas, ça, d'avoir la tentation de vous arrêter? Oh, pas longtemps, n'est-ce pas? On ne remarquerait rien. Non, pas vraiment. Mais si je continue, je crois bien que ça m'arrivera. Oui, comme ça, malgré moi. Pleurez, ça vous soulagera. Y a-t-il d'autres pendules dans votre famille? Bien sûr, il y en a 2. Dans mon salon. Enfin, je dis mon salon. D'ailleurs, comment je le saurais, moi, que mes aiguilles tournent dans le mauvais sens si je n'avais pas d'autres pendules pour me comparer? C'est tout à fait juste, en effet. Bien. Et en dehors des moments où vous vous regardez dans la glace, vous n'éprouvez pas ce sentiment de marcher à l'envers par rapport aux autres pendules? Ou si? Non. Mais je vois bien que les gens qui veulent savoir l'heure ne me regardent pas. Ils préfèrent regarder les autres pendules. Bien. Vous voyez que vous pouvez fort bien ne pas dire tic-tac quand ça vous plaît. Est-ce que vous sonnez quelquefois? Non. Je n'ose pas. J'aurais trop honte. Peut-être que je m'en aperçois pas. Et vos 2 petites amies dans le salon, elles ne sonnent pas non plus? Non. Peut-être que je ne m'en aperçois pas. Peut-être que je suis une pendule sourde. Si vous étiez sourde, je ne... Dites-le. Vous ne m'entendriez pas? Vous n'avez jamais très confiance en vous, n'est-ce pas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous pouvez fumer si vous voulez. Je ne fume pas. Les pendules fument pourtant, non? Voyons. Dans votre enfance, vous a-t-on reproché d'avancer? Je veux dire, d'aller trop vite. Dans le sens normal, n'est-ce pas, mais trop vite. Je me rappelle pas. Mais je me souviens d'avoir rêvé que c'était moi qui tournais, tandis que mes aiguilles restaient immobiles. Je tournais,
autour de leur axe, comme une roue. Et alors là, oui, j'avançais, mais pas dans le temps, dans l'espace, sur une route en pente. L'accélération, vous savez, la vitesse que je prenais sur cette pente, dont je ne voyais pas le terme, oh là là, cette pente de plus en plus raide, une pente en vrille, en entonnoir, oh là là, cette vitesse, quel vertige! Un vertige tellement intense que je me réveillais en sonnant de toutes mes forces, ou plutôt en rêvant que j'avais sonné de toutes mes forces comme un réveil matin. À quoi vous fait penser ce gouffre qui vous entraîne, contre lequel vous voudriez bien résister, mais sans en avoir les forces? Ah, à quoi? Dites. Tic-tac, tic-tac. Ne dites pas tic-tac. À quoi ça vous fait penser? Vous voyez pas? Le temps irréversible, le temps qui tourne en s'enfonçant comme une vrille. Et comment s'enfoncent les vrilles? En tournant. Et en tournant dans quel sens? Le sens des aiguilles d'une montre. Mais n'allons pas trop vite. Secouez-vous un peu. Dites tic-tac. Eh bien, vous voyez bien que vous arrêtez quelquefois. Vous êtes arrêté. Allons, un petit effort. Tic-tac. Tic-tac. Voilà. Dites-moi, en venant me voir, vous espérez bien obtenir un résultat, n'est-ce pas? Oui, que mes aiguilles tournent dans le bon sens. Soit. Et à votre avis, au cas où nous obtiendrions ce résultat, quel sentiment cela vous causerait-il? Un sentiment de soulagement. Car je me sens coupable d'indiquer l'heure qu'il ne faut pas, l'heure qu'il n'est plus. Et depuis le temps que ça dure, c'est l'heure qu'il était il y a plus de 2 siècles que j'indique en ce moment. Vous pensez, une pendule Louis XV, ça ne me rajeunit pas. Bien sûr, je ne devrais pas me sentir responsable de cette perversion qui fait tourner mes aiguilles en direction du passé, mais j'en ai honte. Comme si je le faisais exprès, je vous jure. Je crois que je le fais exprès, par méchanceté, par un désir de vengeance à l'égard de je ne sais qui. Oh, il y a des fois où je voudrais m'arrêter pour de bon, seulement quand je m'arrête, je me sens abandonnée, bonne pour la ferraille. Ma vie n'a plus de raison d'être, catatonique en quelque sorte. Heureusement, il se trouve toujours une clé qui me remonte, qui me donne du ressort, avant que vienne la rouille. N'éprouvez-vous pas le sentiment d'accomplir une fonction qui vous justifie? Si, bien sûr, j'indique l'heure. À l'envers, mais je l'indique. Et même à midi et à minuit, je l'indique exactement. Midi, minuit, c'est le seul point commun que j'ai avec les autres pendules du salon. Ces pendules dans le salon, est-ce comme vous-même que vous les regardez, c'est-à-dire dans la glace? Non, elles sont sur la cheminée, la glace, elle lui tourne le dos. Et vous? Moi, je suis dans la glace, derrière les autres, très loin, sur mon buffet Louis XV. Et vous voyez vos aiguilles tourner à l'inverse des leurs? Oui. Quelle heure est-il? Tic-tac, tic-tac, tic. Midi moins 20. Moi, je n'ai qu'à regarder votre cadran pour y lire qu'il est 12h20. Nous verrons ça la semaine prochaine. Non, vous me payerez quand vous voudrez. Il me semble que je vais déjà mieux. Tic-tac, tic-tac. C'est ça, tic-tac, je vous raccompagne. Au revoir, docteur. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouf. Parce que j'en ai assez de ces malades. Ils m'énervent. On dirait qu'il n'y a qu'eux qui comptent. Et moi alors? Est-ce que je vais chez le psychiatre, moi? Car à la fin, moi aussi, je suis une pendule. Et je ne demande rien à personne. Les docteurs s'en vont pour toute la saison, avec leur salade et leur boniment. C'est le moment, maman, d'être vraiment malade. C'est vraiment le moment d'avoir des tourments. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Il faudra qu'on se paye dans le creux de l'oreille la voix des sirènes qui n'existent pas. Il faudra qu'on passe par toutes les migraines. Il faudra papa tâter du trépas. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil
Pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Et toi mon amour, c'est bien le moment pour devenir ma sainte et moi ton mari. Nous aurons des cris pleins de flammes éteintes, nous aurons des lits pleins d'odeurs moisies. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Mon frère, n'aie pas peur de tes pires noirceurs. Si ta sœur est noire, ce n'en est que mieux. Si ses yeux sont bleus, crois-y sans y croire. S'ils sont trop curieux, tu fermeras les yeux. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Le vin par litre, les cocktails vitreux, la coco rêveuse et le marteau mou, nous serons moins doux que la vie heureuse. Sur sa planche à clous, cuvant son moins doux. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Pareil à la noix qu'on croque et qui craque, pareil à la noix qui ne casse qu'une fois. Petite fille, j'ai perdu ma maman. Ah, que triste est la vie, je suis seule à présent. Je n'attends plus que l'heure où mon papa revient, car voyant que je pleure, il me prépare un bain. Ah, plonge-moi papa, plonge-moi dans la baignoire, j'ai tant besoin de noyer mon ennui. L'eau maternelle dissout les idées noires et doucement me prépare à la nuit. Un jeune homme timide a su ravir mon cœur. J'aime ses yeux humides, mais l'amour lui fait peur. Lorsque j'ouvre ma porte, il rougit de me voir, mais je lui dis qu'importe si je suis en peignoir. Entrez jeune homme, entrez, entrez dans ma baignoire. Entrez-y donc, y a de la place pour deux. Ça fait pas de mal, c'est pas la mer à boire. Rêvons dans l'eau comme deux amoureux. Mais les amours sont brefs, tout est déjà fini. J'ai perdu tous mes rêves en perdant mon ami. Va-t'en garçon funeste, je te pardonne car tu m'as laissé pour reste la lame d'un rasoir. Entre la mort, entre dans ma baignoire, rougi de sang mon bain désespéré. La vie mentait, j'ai tout fait pour la croire. De cette crasse, il faut me séparer. La 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 la. La 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 la. Vous avez l'air triste. Je suis triste. Si vous saviez pourquoi, vous seriez triste aussi. J'hésite à vous le dire. Vous m'offensez. Je ne veux pas rester gai une minute de plus s'il y a quelque chose que j'ignore et dont je devrais être triste. M'estimez-vous si peu que vous préfériez pour moi l'ignorance à l'épreuve amère de la vérité? Du moins, ne pleurez pas. Le moineau de Georges est mort. Hélas. Il est mort, le moineau de Georges, celui dont il faisait ses délices, qu'il chérissait plus que ses yeux, car il était doux, ce moineau, comme le miel, et il connaissait son maître aussi bien qu'un petit garçon connaît son papa. Il ne s'éloignait jamais de son épaule, mais sautillant de ci de là, il ne cessait de pépier pour lui seul. Maintenant, le voilà parti par la route ténébreuse, vers le pays d'où personne, dit-on, ne revient. Ah, qu'elles soient maudites, les cruelles ténèbres de la mort, qui dévorent toutes les jolies choses, car il était bien joli le moineau qu'elles viennent d'engloutir. Quel malheur, pauvre petit moineau!
Voilà qu'à cause de toi, les yeux de ce pauvre Georges sont continuellement gonflés et tout rouges de larmes. C'est traduit du latin, ça, non? Oui, c'est un petit poème de Catulle que j'ai adapté pour Georges. Vous croyez qu'il sera content? Ça lui fera sûrement plaisir. Vous avez bien fait de chercher dans les poètes latins. Les modernes ne savent pas parler des moineaux, ils y mettent toujours des arrière-pensées sexuelles. Pauvre petite bête, y a pas plus pur. Oh, ça... Il paraît que c'est assez porté sur la chose, hein, les moineaux. On dit ça de tout le monde. Je ne l'ai jamais entendu dire de vous. Je vous assure. Avec vous, c'est toujours la gaudriole. On était bien partis pour une fois. C'était joli ce qu'on disait. C'était poétique. Ça vous ennuie tellement de parler des petits oiseaux? Vous vexez pas. Puisque ça vous fait plaisir, soyons tristes. On va parler des petits oiseaux. Hein. Posez-moi des questions sur les petits oiseaux. Vous verrez comme ça sera joli ce que je vous répondrai. Ça vous est égal, à vous, la mort du moineau de Georges. Moi, j'en ai les yeux humides. Non, vous vous trompez, je suis sensible. Allons. Quelle place les oiseaux occupent-ils dans votre vie? Attendez, quelle place les oiseaux occupent-ils dans ma vie? Eh bien, la leur à peu près. C'est-à-dire? Une place importante? Non, je crois que je me passerai des oiseaux. On dit ça. Mais s'il n'y avait plus d'oiseaux, tout d'un coup, je suis sûre que ça vous ferait quelque chose. Un grand vide. Un vide peut-être, mais pas grand. Comment la disparition d'un petit oiseau pourrait-elle laisser un grand vide? Ce serait un vide à la taille d'un oiseau. Mais ce vide, par quoi le combler? Qu'est-ce qui pourrait remplacer un oiseau disparu? Qu'est-ce qui pourra jamais remplacer le moineau de Georges, par exemple? Je ne sais pas. Les larmes de Georges, peut-être, il aimait tant son moineau. Les larmes ne remplacent rien. Ah, il y a des moments où j'aimerais avoir autour de moi tous les oiseaux que j'ai connus. Je suis sûr qu'ils ne s'entendraient pas. Vous avez connu trop de choses. Non, pas trop. Juste ce qu'il fallait pour les distinguer bien. Pauvre Georges. Avoir un oiseau, quelle illusion. J'en avais un autrefois. Il s'est envolé. Celui de Georges est mort. Les oiseaux, c'est pas le verbe avoir qu'il faut leur appliquer. C'est le verbe être. Je voudrais être un oiseau. On peut souhaiter d'être un oiseau. Les oiseaux nous prouvent que c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de devenir un oiseau. Tout de même, on imagine. Si vous aviez des ailes sur le dos, vous, qu'est-ce que vous feriez? Je me les ferais couper. J'aime passer pour quelqu'un de normal. Moi, si j'étais un épervier, je crois que je serais plus heureuse. Oh, je vous connais. Tout le monde vous prendrait pour un aigle, et vous vivriez dans la peur qu'on ne découvre enfin votre vraie nature d'épervier. Et même, secrètement, vous auriez la conviction, absurde mais toujours présente, de n'être au fond qu'une buse. Non. Je suis sûre que je me souviendrai de mon œuf. Les éperviers n'ont pas de mémoire. Qu'en savez-vous? Ça ne leur servira à rien. Le ciel est trop grand. Vous ne vous êtes jamais arraché les cheveux à l'idée qu'un œuf, chose qui semble tellement simple, restera toujours pour vous un projet irréalisable? Les cheveux, non, je ne me les suis pas arrachés. Voyez-vous, le projet de faire une cocotte en papier me séduit parfois. Le projet de faire un œuf, même en papier, ne m'est jamais venu. C'est dur, un œuf. Et si simple, pourtant. Si simple qu'il semble absurde de vouloir faire un œuf. Si simple qu'on dirait qu'il suffit d'y penser. Oh, vous. Quand vous dites pas des gaudrioles, faut tout de suite que vous découvriez l'Amérique. Je lui ai crié, Madame, Madame, votre parapluie, je crois, s'est ouvert. Votre parapluie s'est ouvert. Fallait-il vraiment ne pas lui dire, le fermer de force, ne pas l'avoir vu, se mettre en colère? L'aurais-je quitté de toute manière, aussi là de vivre? Naïves hirondelles, portez mes vœux vers elle, mes vœux pareils aux vers luisants, portez-les lui, portez luisants. Naïves hirondelles,
puisque je l'aime et qu'elle est belle. L'hiver a racorni les fleurs et dans ses pinces les pervenches se sont fanées sur leur tuteur. Mais malgré tant de gelée blanche, il n'a pu tout en haut des branches geler ni vos nids ni nos cœurs, ni vos nids ni nos cœurs. Yvette a cocufié Robert, oui mais Robert se farcit France, la vie sexuelle est un enfer, mais malgré toutes ces souffrances, l'amour cherche toujours un sens à nos zizanies et misères, zizanies et misères. Naïves hirondelles, portez mes vœux vers elle, mes vœux pareils aux vers luisants, portez-les-lui, portez-luisants. Naïves hirondelles, puisque je l'aime et qu'elle est belle. La braguetta, papa, avait 5 ou 6 boutons. La braguetta, papa, avait 6 boutons tout ronds. 6 boutons ronds, Maman l'en arrachait un, moi j'arrachais tous les autres. La braguetta, papa, elle est dans un triste état. La braguette à grand-père, c'est une fermeture éclair. La braguette à grand-père ne s'use que si l'on s'en sert. Elle lui passe entre les genoux, elle lui remonte jusqu'au cou. La braguette à grand-père, c'est là qu'il y met grand-mère. La braguette au patron, c'est une braguette en béton. La braguette au patron, on ne sait pas ce qui se cache dans le fond. L'or c'est dans la Banque de France, les idées c'est là où je pense. La braguette au patron, fouille dedans, y a pas un rond. La braguette à Baïa avait des boutons en phare. La braguette à Baïa, un s'ouvrait qu'à coups de pétard. Pour pisser, il y avait une gouttière, comme chez tous les condottières. La braguette à Baïa, s'ouvrait qu'à midi moins le quart. La braguette à maman, c'est là qu'elle met son argent. La braguette à maman, croque les sous avec ses dents. Je n'y vois pas souvent mon père, dans la culotte à ma mère. La braguette à maman, avale tout quand ça lui prend. La braguette à Bibi, elle me sert à faire pipi. La braguette à Bibi, c'est là que je mets mon zizi. C'est là qu'il mange et qu'il dort. Quand on y rentre, il en sort. La braguette à Bibi, c'est une vraie boîte à outils. Chaque soir, à la même heure, au même angle des corridors, je passais à travers elle, sans m'en rendre compte d'abord. Puis peu à peu, à force de la traverser ainsi, j'appris d'elle et de sa personne quelque chose qui déjà appartenait de longue date à ce qui fait le cours de mes pensées. Quelque chose, oui. Je ne le savais pas, mais c'était son prénom.
Ce que je ne savais pas, c'est quoi en faire. Son prénom donc. À chaque fois que nous nous traversions ainsi l'un l'autre, à partir de ce moment donc, je sentais son prénom se prénommer en moi. Et j'avais mon prénom en moi aussi, sans savoir bien qu'en faire. Mais à chaque fois, allant vers cette croix de corridor, oui, et quand sans le faire exprès, nous passions par ce point et que nous nous traversions, j'espérais que mon prénom montait en elle, comme le sien en moi. Il a fait semblant de ne pas m'avoir vu, mais j'ai bien vu alors qu'il ne voyait plus rien. Et quand je l'ai perdu de vue, pendant des heures on m'a dit qu'il a fait le tour de la ville. Je l'ai vu revenir de très loin et tout droit, à la façon de ceux qui savent bien mon nom, et il m'a dit aussi ce qu'ils me disent, mais je ne l'ai pas entendu. Je me disais, que va-t-il devenir? Combien de temps demanderont ses yeux? Car ses yeux n'étaient pas de leur couleur encore, en sorte que ce n'est pas vraiment lui qu'à cet instant j'ai vu venir, mais sa main qui venait la première. Et tandis que cette main à la rencontre de la mienne venait, pareille à des oiseaux, j'aurais juré que je devenais pâle et trouble, comme font lorsqu'on les approche les nuages. Et lui, voyant que je ne pensais plus à moi que comme à des oiseaux qui s'éloignent, il dit « Je reviendrai ». Et il a redressé autour de moi les champs et remis le bois dans ses lignes. Et les reflets des feuilles dans le fleuve, il les a replacés dans l'arbre avec les feuilles, et sous ses yeux le fleuve a retrouvé sa vraie couleur. Et moi, quand il est revenu, j'étais très claire à cause de mes yeux qu'il regardait. Et quand il m'a touchée, j'ai vu s'ouvrir à leur vraie place et calme les cailloux du jardin comme une maison blanche. Parapluie, parapluie, sauras-tu écarter de nos têtes tant le jour que la nuit, les coups de nos soleils, l'éclair de nos tempêtes? Dans ce saladier à l'envers, notre tête quelle salade, parapluie donne-nous l'hiver, dans l'été, cet été, au visage de grands malades. Parapluie, déploie-toi comme un aigle tes ailes au ciel, déploie-toi comme un aigle tes ailes au ciel, et ton toit de ténèbres. Oh, bien sûr, je n'aurais pas dû. Si j'avais pu prévoir une chose, comme vous dites, si prévisible. Mais j'en avais tellement envie. C'est comme s'il avait fallu que je me prive de mes bras. Ceux qui disent que je n'aurais pas dû ont oublié bien des choses dont il ferait mieux de se souvenir. C'est facile quand il n'est plus de temps, c'est facile quand c'est arrivé. Comme c'est facile, et comme c'est cruel. Car c'est moi qui reste là, et qui regrette. Je regrette. Car maintenant, il y aurait... Qui peut dire ce qu'il y aurait? Ils le disent pourtant, sans savoir. On croit qu'une chose va continuer, et quand la chose s'arrête, on croit qu'elle aurait duré si longtemps. Et puisque c'est fait, puisque c'est arrivé, on ne va pas rester là tout autour, à ne rien faire. J'y reviendrai tout seul trop souvent, malgré moi, puisqu'il paraît que c'est moi. Ou alors, si vous croyez qu'il faut que je paye, mais je ne sais pas avec quoi. Moi je mange et je bois,
tu ne t'en rends pas compte. Je me suis habillée, tu ne le savais pas. Je me fais par mensonge, il n'y a pas de honte. Mange donc en secret, qu'importe mes repas. Il n'y a pas de honte à faire un pas de pas. Sans toi, sans pas des pas, c'est moi qui les raconte. À toi ton jour, quel jour, à quoi tu t'occupas? Si je grandis, tant pis, c'est tant mieux si je monte. Non, je n'ai plus besoin de boire et de manger. Sans toi, je peux coucher où ma tête se range. Mes oreilles, ma bouche et mes yeux mélangés, comme font 4 et 1 sitôt qu'ils se mélangent. Ce n'est pas toi l'étranger, ni toi l'étranger, qui fera dans ma cour un bruit de bête et d'ange. Je me fais par mensonge, il n'y a pas de honte. Mange donc en secret, qu'importe mes repas. Moi je mange et je bois, tu ne t'en rends pas compte. Je me suis habillée, tu ne le savais pas. Je me fais par mensonge, il n'y a pas de honte. Mange donc en secret, qu'importe mes repas. Quand ils comprirent, tous, que leur fille chantait dans la cathédrale, ils sentirent qu'elle grandissait tant qu'elle serait bientôt plus grande que leur propre grand-père, qu'elle était sortie déjà depuis des heures de leur ville par la cathédrale en chantant, qu'elle était hors de leur pouvoir et qu'ils ne pouvaient déjà plus la toucher, qu'elle était devenue comme d'ailleurs, comme du ciel, comme un ballon. Quand ils la virent entraînée par tant de fleuves, par tant de sentiments, par tant de rires aussi, mais accouplée à tant de désespoir, cela fit qu'en bloc, se levant pour elle, et ce fut leur dernier voyage. Ils s'en allèrent la retrouver n'importe où, là où elle était. Mais ils ne savaient pas vraiment où la chercher, vers où marcher, de sorte que restés là, pour rester là, ils se rassirent sur leurs chaises gauchement. Ils restaient là, eux, mais sans nécessité, sans rien faire. Quoi donc auraient-ils pu faire que de finir? Ils avaient cette fin devant eux, mais une tristesse leur arrivait, ils le savaient bien, de leur fille, de cette fin à elle, qui lui appartenait déjà et faisait d'elle une géante très loin d'eux, mais dont ils mesuraient la taille par la leur. Leur fin à eux, ce n'était pas à eux de s'en soucier. Ils savaient bien que quelque chose d'autre s'en occupait déjà. Mais sa fin à elle, ils ne savaient pas. Quand je suis née, j'étais pareille à l'été. J'avais un soleil au-dessus de mes oreilles. Et quand je souriais, les fraises mûrissaient toutes rouges, toutes rouges. Et quand je faisais ça avec mes 2 doigts, toute la nature bougeait. Quand j'étais petite, j'allais pas si vite comme je vais maintenant. J'avais tout mon temps. Ce qui va vite, ça brûle, sauf les libellules. Moi je traînais, moi je traînais. Et ceux qui me suivaient sans se presser m'appelaient la reine. J'avais une maison sans terminaison. J'avais un amour qui trouvait le temps court. J'avais des parents qui se bourraient d'argent les poches. J'avais des petites ailes comme sont les pucelles sans reproche.
J'avais des sourires qui me feraient mourir si je les revoyais, si je les ressouriais. J'avais des grandes fleurs pour mes grandes frayeurs. Que n'avais-je, que n'avais-je? Aujourd'hui, je n'ai plus rien, tout s'est fondu comme neige, comme neige. Je crois que je vais réciter une fable. Ce sera la fable d'un homme que j'ai connu, d'un homme, comment dire, oui, d'un homme, mais distingué. Je veux dire que quelque chose le distinguait des hommes ordinaires. Cette chose, c'était sa main gauche. Elle sortait trop de l'ordinaire pour qu'il la sortît volontiers de sa poche, cet homme, sa main. Il en avait honte. Elle était en bois. Ce n'est pas que le bois en lui-même lui parut une chose honteuse à cet homme, non, même une main en bois qu'il eût trouvée par hasard, il l'aurait serrée volontiers. Que cette main en bois lui appartint à lui n'était pas non plus ce qui le rendait honteux, non. Il y a des hontes qui ne se raisonnent pas. On pourrait croire que ma fable s'arrête là avec cette morale déjà forte, pourtant je continue, vous allez voir. J'ajouterai d'abord que cet homme, sa honte s'expliquait d'autant moins qu'elle n'était pas seule sa main gauche à être en bois, à cet homme. Le bras gauche aussi, il l'avait en bois. Et tout. C'était un homme de bois, un bonhomme en bois. J'aurais dû commencer par là, je la récite mal cette fable. En fait, c'est l'histoire d'un bonhomme en bois, comme on en voit beaucoup, en bois ordinaire, rien de particulier. Si, sur la tête, on lui avait collé des cheveux très longs, et j'ajoute verts, des cheveux verts. Vous verrez plus tard l'importance de ce détail. Alors, un jour qu'il était sur le bord d'une route, immobile, je n'ai pas dit que ce fut un robot, non, un bonhomme en bois, tout ce qu'il y a d'ordinaire, sauf que précisément, ça j'aurais dû le dire, il avait une raison supplémentaire de ne pas bouger, c'est que, comme je raconte mal, ses deux jambes l'apparentaient aux sirènes. Oui, elles étaient soudées, elles faisaient bloc. Une seule grosse jambe, si vous voulez, mais grosse. Et c'est même ce qui lui permettait de tenir debout à ce bonhomme en bois, cette espèce de boule cylindrique. Des pieds n'auraient pas suffi, vu sa hauteur. Car il était très grand, immense. C'est même ça qui frappait au premier coup d'œil, j'aurais dû le dire. Donc, un jour qu'il attendait sur le bord de la route, solidement planté dans le sol, en rang. Ah oui, parce qu'il y en avait plusieurs, il y en avait même beaucoup des comme lui. Des deux côtés de la route ils étaient, ça aussi j'aurais dû le dire. Et ils attendaient en plein soleil. Il y avait bien de l'ombre, mais ils ne pouvaient pas s'y mettre parce que c'était eux qui la faisaient l'ombre, avec leurs longs cheveux verts. Avec leurs cheveux verts. Je sais pas pourquoi j'ai dit long, c'est plutôt large qu'il faut dire. Comme des feuilles, quoi. Enfin bref, c'était pas vraiment des bonshommes en bois, c'était plutôt des arbres. Les arbres aussi sont en bois. Alors, ils attendaient tous ensemble, comme ça. Je la raconte pas bien, cette histoire. Mais après tout, une fable est une fable. Et puis, l'important, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Tout à coup. Vous voyez l'enfilade des feuillages verts, n'est-ce pas, des deux côtés du chemin. Tout à coup, tout au bout de l'enfilade, là où les deux bords ont l'air de se rejoindre à cause de la perspective, n'est-ce pas, et à cause de la couleur verte, on pourrait comparer ça à une bouteille, vue côté cul, n'est-ce pas, à travers son cul à la bouteille. Tout à coup, au bout du goulot de la bouteille, si vous voulez, et la comparaison s'impose d'autant mieux que ce chemin était un chemin d'eau, où il se miraient les arbres. Oui, c'était un canal, oui, j'aurais dû le mentionner, je suis impardonnable. Tout à coup, on entendit « boum !» Et c'est à ce moment-là que la fable commence. C'est pas la fable de la bouteille. Ça aussi, je sais pas comment je m'y prends. J'essaye de rendre les choses claires, et puis plus elles sont claires, plus c'est moi qui m'embrouille. Oui, j'aurais dû dire carrément que c'était une bouteille. Bien que ça soit pas l'histoire de cette bouteille que je veuille raconter, non. En réalité, ce qui avait fait boum, c'était le bouchon. Et voilà la fable. C'est la fable du bouchon. Donc, il était une fois un bouchon.
de Liège. Un de ces bouchons qui ont connu le tire-bouchon et ne s'en remettront jamais tout à fait, capable de flotter mais qui n'en savait rien, et qui ne se serait même pas étonné si on le lui avait dit, car les bouchons flottent parfois mais ne s'étonnent jamais. Un de ces bouchons dont on dit « mieux vaut boucher le bouchon que de boucher la bouteille ». Mieux vaut boucher la bouteille que de boucher le vin. Mieux vaut boucher le vin que de boucher le buveur. Non, un bouchon. Rien d'extraordinaire. Mais distingué cependant. Pas n'importe quel bouchon, puisque le 5 octobre 1939, à 17h30, c'est ce bouchon-là que j'avais dans ma main gauche. Il faisait un soleil adorable et mon bouchon prenait dans la lumière déjà crépusculaire une couleur tendre, bois de rose. Ma main gauche aussi est en bois de rose. Et quoi qu'il m'arrive, jusqu'à l'heure de ma mort, je crois que je me souviendrai de cet instant qui, avec un bouchon de rien du tout, terminait la plus belle fable de ma vie. Je suis triste de l'avoir si mal racontée. C'était la fable du bouchon et du fabuliste. Quand il faut se forcer pour nourrir son père, sa mère et le tapir de sa sœur Anne. Quand il faut faire crever son âne, quand il faut se rendurcir le crâne pour continuer. Quand on n'a que du vin dilué pour rattraper ce qu'on a sué pendant des lustres. Quand on porte pendu comme un lustre à son cœur un amour illustre comme un vieux sac. Un amour qui habite rue du Bac et qui réclame de la barbaque et qui se cramponne. Comme personne se cramponne à personne, pas même hôtel à Desdémone, tout le long du chemin. Quand on est certain du lendemain, comme on l'est de son cousin Germain, qui vous encorne, et qui vous fait des enfants mornes, pendant que vous pourrissez dans l'orne, parmi les huîtres, à essayer de revendre par litre, des films de gangsters sans sous-titres, et des carottes. Vous le vendeur rêveur, la vieille crotte, vous le cocu, vous le marchand de compote, vous le vieux sournois. Vous qu'il faut que vous alliez des fois vous faire replanter des dents de bois dans la mâchoire. Vous qui pourrissez comme une poire, et pourtant qui voulez pas le croire quand on vous le dit. Quand on vous dit que le mercredi suit le mardi, qui suivait le lundi, où vous naquitte. Vous qui pensez, vous qui vous dites, c'est pas vrai que l'existence me quitte. Alors, quoi donc? Qu'est-ce que c'est qui de tout son long s'étalerait derrière vous sur le pont comme une grande flaque? Si c'est pas votre ombre qui vous plaque, comme l'éléphant plaque son cornac, sitôt qu'il peut. Si vous avez l'idée dans le creux, pas beaucoup rien qu'un tout petit peu, soyez pas bête. Dites-vous qu'elle est finie la fête, partez sans tambour ni trompette, vous briquetez l'os. L'os de vos jambes, l'os de vos bosses, l'os du crâne et votre os féroce, tout votre squelette. Ce qu'il faut pour faire un Hamlet, ce qu'il faut pour faire une recette, et de quoi bouffer. Allez-vous-en comme quand on fait des pommes de terre à l'étouffer sans faire des cendres. Pommes de terre couvées sous la cendre, ainsi que font les salamandres, et soyez morts. Soyez morts comme quand on s'endort. Soyez morts de tout votre corps, comme un bouchon. Comme un bouchon bouche un trou rond, le trou rond d'un beau carafon, plein jusqu'au fond. J'ai vu un mort qui n'était pas grand-chose. C'était une sorte d'autre homme, autre comme les autres, et presque aussi semblable. J'ai vu quelqu'un mourir qui n'était pas grand-chose. Quand on a un verre qu'on aime, dans lequel on buvait par plaisir, où tant d'autres ne buvaient pas, et que, juste un instant, juste pour un instant, ce verre glisse, et qu'il fait un signe dans l'air comme en font parfois les oiseaux. Lorsque juste un instant, juste pour un instant, ce verre glisse, et qu'il a glissé pour toujours,
On se dit qu'il est arrivé en cet instant quelque chose de bête, et qui n'aurait pas dû arriver, et qu'on aurait dû empêcher d'arriver, et qui agace les doigts, les nerfs et la pensée. Si l'on n'avait qu'un homme et qu'il mourût, ce serait triste de penser que sa mort est irréparable. Mais les morts que l'on voit ne sont jamais les seuls, et s'ils étaient les seuls, ils seraient moins que rien. Vous qui mangez le restant de leur pain, les morts tombent de vous comme tombent vos larmes, pas plus tristes que l'eau de vos larmes. Et si vos larmes nous affligent, ainsi nous font mourir les morts. Si l'on voyait un homme enfin mourir pour la dernière fois, si je voyais tes pleurs enfin couler pour la dernière fois, ce serait le signe que, plus haut que la mort de cet homme et la tristesse de tes yeux, un violoniste immense a perdu son violon, et qu'il en est encore à chercher un archer au trombone inconnu dont il jouera bientôt. Ce n'est pas votre peau qui fait que je vous vois, car je la vois à peine. Ce n'est pas votre peau que j'aime, mais je n'aimerais pas une femme de bois. Ce ne sont pas vos deux jambes qui font que vers vous, malgré moi, vont les miennes. Je vous aimerais moins si vous en aviez trois, cependant, même en porcelaine. Vos cheveux sont-ils bruns ou blonds, comme les embruns, comme les houblons? Mais si vous n'aviez qu'un cheveu, je n'aurais pas vu votre tête. Et ce n'est pas non plus que vous soyez semblables par les yeux comme les chiens, et par le sourire comptent aussi les statues à toutes celles que j'ai vues ce soir au tourbillon du sable, mêlez le rond nuage de leurs pieds. Car vous pouvez marcher comme elles, vous n'allez pas vers des lieux inconnus, car vous pouvez vous confondre avec elles. Je suis celui qui toujours vous reconnaîtra. Aiguille mère, la plus aiguille entre toutes les aiguilles, pomme d'arbre, île d'archipel, parmi les oiseaux irréels, le réel oiseau de mes ailes. Je l'ai rencontré place du trône, ça ne m'a fait aucun effet. Je l'ai vu dans les Bouches du Rhône, c'est comme si j'avais rien fait. Je l'ai rencontré rue de Grenelle, rue de Bourgogne, rue de Chablis. Je l'ai rencontré, je me rappelle, dans des tas d'endroits que j'oublie. Mais la seule rencontre qui vaille, que je m'en souvienne vraiment, c'est dans la rue de la Trémoille, un matin qu'il y avait du vent. J'ai un homme, mon Dieu, me le retirez pas. Il est grand, il est beau comme je sais bien que je ne suis pas. Je revois ses mains dans ses poches, je revois son âme dans son corps. Bêtement, j'avais peur d'être moche, dans ma petite robe en tu sors. Faut-il que ces moments s'en aillent? Je voyais ses yeux dans mes yeux, s'allumer comme dans de la paille. On voit s'allumer du feu. Si sa bouche pouvait s'ouvrir, pas pour sourire, pour pleurer, je lui donnerais tout mon empire et la permission d'entrer. Je lui donnerais tout ce que je possède, mon livre de messe et le bon Dieu. Et tout si c'est pas trop raide, tout si c'est pas
pas trop honteux, je lui donnerais toutes les étoiles si j'en pouvais disposer. Je lui donnerais jusqu'à mon voile de mariée. Mon amour meurt pas trop vite, t'es trop jeune, va pas trop loin. Surtout ne meurs pas tout de suite, faudrait mourir dans le même coin. J'ai un homme, mon Dieu, me le retirez pas. Il est grand, il est beau comme je sais bien que je ne suis pas. J'ai un homme, mon Dieu, me le retirez pas. Il est grand, il est beau comme je sais bien que je ne suis pas. Non. Si. Non. Si. D'abord, moi j'ai 5 ans. Non. Si. Moi, j'ai 5 ans. Et même j'ai 5 ans et demi. Moi aussi, j'ai 5 ans et demi. Laisse ça tranquille. Non. Si. Non. Si. Si? Tu sais ce que je vais te faire? Tu sais pas? Non. Je vais te donner un grand coup de pied dans le derrière. Non. Si? Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi tu sais pas. Non. Tu sais pas, hein? Non. Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi je te donnerai un grand coup de pied dans le derrière. Dans le derrière? Oui, dans le derrière. Dans le derrière? Un grand coup de pied. Mais alors moi, tu sais pas? Non. Ton zizi, hein? Oui. Eh ben, je te le couperai avec ma hache. Non. Si? Oh non, 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 non. Si! Non. Puis je te le mettrai dans le moulin à légumes. Dans le moulin à légumes? Oui. Ça fera du hachis de zizi. Bah, moi je ne mangerai pas le hachis. Je prendrai le spirateur, puis je le mettrai sur ton nez, puis couic, je mettrai le courant. Non. D'abord mon nez sera parti en voyage. Oh non. Si. Parce que ça sera un Indien, mon nez. Ce sera un Indien, ton nez? Ouais. Il sera toujours en Amérique du Sud. Ce sera un nez tout rouge comme les Indiens? Oui. Ce sera pas beau ton nez alors? Si. Ce sera un nez clown. Oh, un nez clown. Oui. Alors je te ferai peur avec mon nez. Pampan, ce sera un canon. Ah mais... Mais non, puisque je te dis... Ah mais veux-tu me laisser mon crocodile? Non, c'est pas ton crocodile, puisque je te dis que c'est le toit de mon garage. Méchant. Méchante. Non, toi? Non, toi. Je le dirai à mon papa, sale gosse. C'est toi un sale gosse. Si. Et mon papa, il te mettra en prison. Sale gosse, insupportable. Non. Ah, tais-toi, tu me casses les oreilles. En prison, il te mettra mon papa, parce que mon papa, il est très riche. Et mon papa, il est plus riche que ton papa. Non. Il a 100 €, mon papa. 100 €? Ouais. 100 € et 100,50 € même. Bah, mon papa, il en a plein des euros. Il en a 40. Non. Si, 40, 14 et 1 million. Oui, mais mon papa, lui, c'est encore plus. Il est chef. Tu dis des bêtises. Non. Mon papa, il est encore plus que chef. Il est même Napoléon, même. Dans un cirque? Oui. Bah, moi, mon papa, c'est un clown. Non. Si, c'est un Napoléon qui s'appelle Clown. Et tu sais dans quoi il habite, mon papa? Dans le pipi. Non, il habite pas dans le pipi, mon papa. Il habite dans le papa, mon pipi. Ah, puis laisse-moi mon crocodile. Tiens, le voilà, mon papa. Maman. C'était Paternelle, théâtre musical de Roland Dubillard, avec Ariane Dubillard, Simon Bacouche, musique Isabelle Serran, Joël Cartini et Roland Dubillard. Prise de son, mixage, Michel Mestre. Montage, Marie Lepeintre. Assistante, Dany Journeau. Réalisation, Jean Couturier.